Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Partenariat académique pour le renforcement de la formation des cadres d'administration. Au Cameroun, l'École nationale d'administration et de magistrature a signé ce 5 octobre un partenariat académique avec l'École nationale d'administration du Burundi. Le secteur minier est un véritable moteur de développement économique pour la Guinée. L'une des compagnies du pays, la Guinea Alumina Corporation, projette de produire 12 millions de tonnes de bauxite par an et ainsi contribuer activement au dynamisme de l'économie de la Guinée. Et puis au Maroc, 40 000 cas de cancer sont enregistrés chaque année. Pour venir en aide aux personnes atteintes de cancer, une septuagénaire a fait de son domicile un centre d'accueil. Mais tout d'abord, le médecin gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu ce vendredi 5 octobre le prix Nobel de la paix. 63 ans, marié et père de 5 enfants, il répare depuis près de 20 ans des femmes mutilées. Il a soigné plus de 40 000 femmes. Le gynécologue a reçu de très nombreux prix pour son engagement, dont le prestigieux prix Sakharov, remis par le Parlement européen. Selon le gouvernement congolais, 40 viols par jour ont lieu dans l'est du pays. Partenariat académique entre le Cameroun et le Burundi. Ce 5 octobre, les deux pays ont signé pour renforcer la formation des cadres d'administration. Leur formation reste un défi pour le continent. Les précisions de Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, l'École nationale d'administration et de magistrature a signé ce 5 octobre un partenariat académique avec l'École nationale d'administration du Burundi. Cette convention de partenariat permettra à l'ENA du Burundi de bénéficier de l'expérience de l'ENAM, notamment dans le processus de recrutement des cadres de la fonction publique et des performances atteintes depuis 1959. Un partenariat sud-sud qui facilitera la réalisation du plan stratégique 2019-2023 adopté par l'ENA du Burundi. Nous souhaitons élaborer un plan stratégique de l'ENA du Burundi 2019-2023. Nous sommes venus ici nous inspirer de ce qui se fait de mieux à l'ENAM du Cameroun. Nous sommes venus également, pour que tout cela soit réalisable, travailler dans un cadre légal. Et nous avons donc travaillé sur un projet de partenariat, de convention entre l'ENA du Burundi et l'ENAM du Cameroun. Cette convention est pour le Cameroun une matérialisation de la diplomatie académique impulsée par le président Paul Biya. Outre l'échange des anciens chercheurs et des étudiants, l'ENAM entend profiter de l'ingénierie pédagogique du Burundi et la décentralisation de la formation à l'École nationale d'administration du Burundi. Nous avons une coopération qui, au niveau du Cameroun, est impulsée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est lui le chantre de la diplomatie. C'est lui, grâce à son aura, que on nous a fait appel au Burundi. Alors, maintenant, nous sommes dans le domaine précis de la diplomatie académique. Et la mission de l'ENAM consiste à prêter les fonctionnaires sur le terrain. Et il faut également qu'il y ait un échange d'experts pour pouvoir mettre l'ENAM au niveau des standards internationaux. La formation des cadres d'administration en Afrique reste un défi pour son développement. Pour les experts, la mise en commun des expériences contribuerait à la restructuration des fonctions publiques africaines pour une bonne gouvernance. Controverse autour du projet de création d'une haute autorité de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais estime que la corruption est au cœur de la gestion administrative du pays et compte en faire une priorité gouvernementale. De Vapanzou. Le gouvernement congolais a approuvé lors du Conseil des ministres du 20 septembre 2018 le projet de création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Celle-ci remplacera le dispositif mis en place depuis 2004 pour lutter contre les antivaleurs, terme utilisé dans le pays pour désigner les agents et hauts cadres indélicats. C'est une commission qui a mal commencé et qui s'est mal terminée. Voilà pourquoi on en vient à une restructuration. Pourquoi on ne nous rend pas public les rapports de ce qui a fait que ça ne puisse pas marcher? Le premier n'avait pas marché et que le deuxième, c'est ce qu'on va croire que ça va marcher. J'en doute fort. Dans tous les ministères, il y a la corruption. Donc
Donc vraiment, ce que le président a dit, c'est une bonne chose pour éradiquer cela. La haute autorité de lutte contre la corruption viendrait matérialiser la lutte contre la corruption et mieux corriger les faiblesses de l'actuelle plateforme. Mais pour certains acteurs de la vie politique nationale, ce n'est qu'une levée de bouclier en faveur des criminels économiques. Tout le monde, et particulièrement le gouvernement, a peur que toute la haute administration publique congolaise soit éclaboussée dans des scandales qui en réalité n'épargnent personne. La République du Congo est classée parmi les 20 pays les plus corrompus au monde d'après le dernier classement de l'ONG Transparency International sur les efforts de lutte contre la corruption dans le monde. D'énormes efforts sont encore à fournir selon les observateurs afin de renforcer la crédibilité du pays auprès des partenaires internationaux. Le secteur minier contribue à hauteur de 12 à 15% au PIB de la Guinée, un véritable moteur pour l'économie du pays avec la création de 115 000 emplois directs et indirects. La société Guinea Alumina Corporation fait partie de celles qui contribuent au dynamisme économique du pays. Mathilda Diaby. Gérer ses activités de manière durable et responsable, c'est une priorité que s'est fixée la compagnie minière Guinea Alumina Corporation. Exploitatrice de la mine de bauxite de Sangaredi en Guinée, la compagnie prend en compte les besoins des populations avoisinantes. Elle veille à reproduire et à améliorer les conditions de vie des habitants qu'elle déplace pour pouvoir exploiter la mine. On trouve que les villageois avaient des activités agricoles, donc si on prend leurs terres, on les remplace par d'autres activités qui leur permettent de générer des revenus. Ils sont recrutés au niveau de la mine, donc on fait du renforcement de capacité, on construit des écoles, on construit des hôpitaux, et ça c'est tout à la demande des autorités locales. Alors que le potentiel minier contribue à hauteur de 12 à 15% au PIB de la Guinée, qu'il génère 115 000 emplois directs et indirects, les experts estiment que seulement 15% des retombées économiques du secteur sont dépensées dans les actes prioritaires tels que l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. On s'attend à avoir près de 30 milliards d'investissements dans les 10 prochaines années. Aujourd'hui, c'est comment s'assurer que ces 30 milliards sont capturés du secteur minier pour créer des industries en Guinée. Pour moi, c'est ça la vraie question. Comment s'assurer que le potentiel minier soit un vrai catalyseur pour les économies africaines en général et l'économie guinéenne en particulier. Selon les responsables de la compagnie, les premières tonnes de minerais devraient être exportées dès le second semestre de l'année 2019. Une fois le projet de développement de la mine achevé, la compagnie devrait produire 12 millions de tonnes de bauxite par an et ainsi contribuer activement au dynamisme de l'économie guinéenne. Un accueil à domicile, c'est ce qu'offre une Marocaine des malades atteints de cancer à travers son association Jana, une manière de rendre hommage à son mari décédé des suites d'un cancer. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Aucun lien de famille ne les unit, mais ces personnes vivent ensemble dans cette maison depuis des semaines et même des mois pour d'autres. La cohabitation dure depuis 2009 et est l'initiative de cette septuagénaire, Khadija Ayat Al-Korti. Cette année-là, elle perd son mari des suites d'un cancer. Quelques mois après, elle fonde l'association Jannat qui propose un hébergement gratuit aux patientes et leurs familles, le transport gratuit au centre d'oncologie de Rabat et des repas gratuits pour la durée de leur séjour. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de patientes qui avaient besoin d'un coup de main, d'une mère compatissante et d'un bon cœur qui pouvait s'occuper d'eux. Après le décès de mon mari, j'ai pensé aider ces personnes et je leur ai ouvert ma maison pour les aider. Elle s'occupe de 15 femmes chez elle et loue un appartement à proximité pour en loger 15 autres. Comptant sur la seule pension de son défunt mari, Khadija Ayat Al-Korti arrive à supporter les charges qui lui incombent. Nous n'avions pas pu trouver un tel accueil même dans nos familles. Les gens peuvent vous recevoir et vous aider pendant une semaine ou 10 jours, mais pas plus. Nous sommes ici depuis 2 mois maintenant. La manière dont nous avons été accueillis le premier jour est toujours le même jusqu'à maintenant. Au Maroc, 40 000 cas de cancer sont enregistrés chaque année selon les chiffres officiels. Le succès et l'importance du foyer de Khadija sont tels que le gouvernement local et les donateurs privés contribuent maintenant à son association.
Un acte inédit. La loterie nationale burkinabé apporte 200 millions de francs CFA à l'organisation du Tour du Faso 2018. Un grand renfort financier pour la 31e édition. Une telle somme n'avait jamais été injectée dans le cyclisme. Elle permettra une meilleure organisation du Tour. Le coup d'envoi de la 31e édition sera donné le 26 octobre prochain à Ouagadougou. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.